Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle époque. Oui, mes aïeux, quelle époque, une époque et même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour pendant 2 heures. Toujours avec Jean-Luc Lemoine, David Kessler-Lopez qu'on retrouve dans un instant et maintenant avec vous, Philippe Charlier, notre médecin légiste de l'histoire. Ça s'est passé dans le passé, on remonte au tout début du XXe siècle pour découvrir l'histoire d'une patiente bien particulière. C'est la première femme dont on a détecté qu'elle avait la maladie d'Alzheimer. Alors aujourd'hui, je suis désolé, on va plomber un tout petit peu l'ambiance. Je vous propose de partir sur les traces du premier patient atteint de la maladie d'Alzheimer. Et ce patient est une patiente, mais avec un prénom masculin, pour compliquer le tout. Elle ou il s'appelle Auguste Deter. L'histoire se passe en Allemagne. Nous sommes le 25 novembre 1901. Un homme dépose sa femme à l'hôpital, l'institution pour malades mentaux et épileptiques de Francfort. Plus précisément, il ne la dépose pas, il s'en débarrasse. Il ne la supporte plus. Âgée d'une 50aine d'années, cette mère de famille, elle a une fille et des jumeaux mort-nés, ne pense qu'à une chose en permanence, l'infidélité de son époux. Mais alors de façon cyclique, intense, pathologique. Sa vie se résume uniquement à cet adultère et de façon assez délirante. Depuis 5 ans, elle tourne en boucle autour de cette idée fixe et progressivement, son état s'altère. Perte de mémoire, hallucinations auditives, catatonie, ça veut dire qu'elle reste prostrée pendant des heures sans bouger, sans parler, sans boire, sans manger. Et puis avec tout ça, de l'insomnie, des cris nocturnes, une incurie, elle ne se lave plus, bref, la descente infernale. Mais dans le cas d'Auguste Deter, ça relevait de la psychiatrie ou de la neurologie ? Eh bien, je vous aurais bien répondu, Stéphane, mais à cette époque, on ne fait pas encore la différence entre ces deux spécialités médicales. Il y a bien ceux qui pensent que les signes cliniques sont fondés sur des lésions anatomiques, observables sur l'examen du cerveau. Ce sont les suiveurs du neurologue français Paul Broca. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui considèrent que les symptômes sont la conséquence de troubles fonctionnels, donc un dérèglement de la pensée sur un organe qui, anatomiquement, est sain. Eux, ils n'attendent qu'un apôtre, Sigmund Freud, pour formaliser leurs pensées dans ce nouveau courant qu'est la psychanalyse et la psychiatrie. Et au milieu, il y a les patients, comme Auguste Deter, qui attend son diagnostic et dont l'état s'aggrave dans ce qu'on appelle à l'époque le château des aliénés, au milieu des épileptiques, des syphilitiques, des alcooliques, etc. Et comment le diagnostic a-t-il été finalement porté ? Finalement, c'est paradoxalement l'époux qui a fait avancer la situation. Imaginez qu'un matin, il se manifeste parce que les soins de sa femme deviennent trop coûteux et il souhaite la faire transférer dans un hôpital plus économique. Et là, le médecin ne va pas hésiter une seconde. Il prend à sa charge les soins médicaux de la patiente à l'unique condition de pouvoir disposer de son corps. Mort, évidemment. Ce qui l'intéresse, c'est l'autopsie. Et surtout, le cerveau, le saint Graal dans lequel il espère découvrir le secret de cette démence si bizarre et si atypique. Il sent qu'il tient là une maladie d'un genre nouveau, car Auguste Deter est trop jeune pour une démence sénile et trop vieille, si je peux dire, trop âgée pour débuter une psychose. C'est donc autre chose qu'on appelle pour l'instant, d'une façon très poétique, la maladie de l'oubli. Le médecin-chef, qui obéit à la fois au courant neurologique qu'au courant psychiatrique, continue de noter ses moindres faits et gestes. L'humeur variable, l'agressivité, aucun sens du temps ni du lieu. Il la prend même en photo. Ce cliché est célèbre. On voit le visage fripé. La patiente est vêtue d'une blouse blanche jusqu'à la racine du cou. Son regard est lointain. Les cheveux sont en bataille et crasseux. Les traits sont tirés et la peau sombre. Mais on n'a tenté aucun traitement pour cette femme ? Eh bien si, évidemment, mais faute de mieux, on lui prescrit des bains chauds plusieurs fois par jour, des exercices en plein air, de la gymnastique, des massages, des temps calmes. Et pour être honnête, on ne fait rien de mieux à présent pour la maladie d'Alzheimer. Tant et si bien qu'en 1903, Auguste Deter n'est toujours pas morte et le médecin-chef est muté à Munich, obtenant un poste à la clinique psychiatrique royale. Mais il continue de prendre des nouvelles de ce qu'il appelle son cerveau sur pattes. Il ne reverra jamais sa patiente vivante. Devenue grabataire, elle meurt le 8 avril 1906 des suites d'une septicémie sur ses escarres. Et là, si tu ne viens pas à la cervelle, c'est la cervelle qui ira à toi. C'est par la poste qu'on apporte au praticien le divin organe fixé dans du formol. Il en fait l'examen sans tarder. Il met en évidence des amoncellements de fibrilles dans certaines zones du cerveau. Une découverte sensationnelle. Jamais de telles anomalies n'avaient été décrites. Le cas est présenté à la 37e conférence des psychiatres allemands en 1906, mais sans grande réaction du public qui, en fait, attend avec fébrilité l'intervention suivante sur la masturbation pathologique. L'année suivante, en 1907, il enfonce le clou en publiant enfin un article scientifique sur sa maladie caractéristique grave du cortex cérébral. Toujours peu de réaction.
La même année, en 1910, le neurologue Kraepelin rédige sa 8e édition du manuel de psychiatrie. Il décrit cette nouvelle maladie en lui donnant le nom de son élève qui en avait fait la première description, Alois Alzheimer. Incroyable. Mes aïeux, quelle époque. Merci beaucoup Philippe Charlier. Et dans un instant, c'est le début de la fin, le début tout court. Avant de partir, on remonte aux origines avec David Cassel-Lopez et sa cryogénisation.